Bonjour, dans le cadre de cette journée d'enseignement de DES de pédiatrie concernant les malformations du crâne et de la charnière crânio-cervicale de l'enfant, je vais donc vous parler des malformations de charnière. Donc, en exergue, j'ai mis cette photo d'un- d'un- d'une figurine qu'on trouve au musée du Caire qui représente typiquement un achondroplaste. On reconnaît la grosse tête, les membres courts et incurvés et l'abdomen proéminent. Et on voit qu'il est bleu, ce qui traduit l'existence d'apnée du sommeil. Donc, on va d'abord voir les différentes lésions. Donc, il y a le Chiari type 1, qui est l'engagement tonsillaire qui peut être secondaire à différentes pathologies, notamment les craniocénoses. On a le Chiari type 2, qui est une malformation plus complexe, qui est d'origine prénatale et une terminologie qu'on devrait réserver aux malformations associées à la myéloméningocèle. Le Chiari 0, qui est un cas de syringomyélie qui est associé à un trouble hydraulique de la charnière, mais sans descente des tonsilles cérébelleuses en dessous du foramen occipital. Et puis, alors, il y a le Chiari type 3 qui avait été décrit par Chiari, on va y revenir, qui était associé à une encéphalocèle occipitale. Et puis, à côté de ces différents Chiari et de ces différents nombres, on va avoir des dysplasies de la charnière qu'on rencontre dans la trisomie 21, dans la chondroplasie, justement, les mucopolysaccharidoses, diverses maladies métaboliques et de différents syndromes malformatifs, donc ce qu'on appelle les Chiari+. On va parler de la syringomyélie, notamment de sa présentation clinique et de la prise en charge. Et puis, on va parler de la prise en charge du diagnostic clinique et radiologique. Alors d'abord, les malformations de Chiari, maintenant on n'utilise plus guère le couple Arnold-Chiari, pourtant ça a été très, très longtemps un sujet de discussion. Donc Arnold Chiari, Hans Chiari, en 1891, il avait décrit des malformations de la charnière, donc avec ce qui est resté la malformation de Chiari de type 1, ce qui est devenu la malformation de Chiari type 2 quand Arnold a décrit un engagement tonsillaire à l'autopsie d'un enfant qui avait une myéloméningocèle. Et puis, Hans Chiari avait également décrit le Chiari type 3, le type 4. Finalement, actuellement, on n'utilise plus que la terminologie de Chiari, puisque Arnold avait publié son article quand même plusieurs années après. En fait, il n'a jamais cherché à mettre lui-même son nom sur cette maladie. Ce sont, semble-t-il, ses élèves qui avaient voulu l'honorer en l'appelant la malformation d'Arnold. Alors, après, il y a des gens qui ont parlé, donc on parle de Chiari type 0, je vais vous en montrer des exemplaires, et puis, les gens qui ont décrit des Chiari type 1 ou 1,5, on peut se poser la question du Chiari -1 aussi, comme je vais vous montrer. Donc, le Chiari type 2, vous voyez que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. On a une descente du tronc cérébral, les tonsilles cérébelleuses qui descendent dans le canal cervical, mais parfois même jusqu'au canal thoracique. Le Chiari type 3, donc, c'est un enfant qui a une méningocèle ou une encéphalocèle occipitale. Et ça, c'est un exemple d'un enfant chez qui le cervelet a fait une hernie. Secondairement, on voit son IRM anténatal où il y avait une méningocèle, mais pas de hernie tonsillaire. Et puis, secondairement, du fait des phénomènes hydrauliques, les tonsilles sont descendus. Et donc, ça, c'est l'installation opératoire. Vous voyez que ça montre que c'est quelque chose, un phénomène dynamique. Hein, c'est lié à l'hydraulique intracrânienne et crânio-cervicale. Alors, le Chiari 0, ça c'est un exemple d'un patient qui avait des séquelles de traumatisme néonatal au niveau de la charnière, qui avait développé une syringomyélie. Et puis le Chiari -1, ça c'est une plaisanterie un peu. On peut voir des anomalies du cervelet associées à des méningocèles occipitales, mais qui sont au-dessus du foramen occipital et qui n'entraînent donc pas de hernie tonsillaire. Alors pourquoi est-ce que les tonsilles vont s'engager? Ça peut être un problème qui est supracellulaire, hein, avec une hypertension intracrânienne, enfin, oui, une hernie substentorielle, dans des craniosténoses, dans des tumeurs, dans la pseudotumore cérébri et notamment dans l'obésité. On va voir que c'est un petit peu une nébuleuse de problèmes d'hydraulique intracrânienne. Après, ça peut être que c'est une petite fosse postérieure, soit parce qu'il y a une sténose des sutures de la base du crâne ou une dysplasie du sphénoïde. Après, ça peut être que c'est un gros cervelet, comme dans les tumeurs cérébelleuses de développement chronique, la maladie de l'hermite du clos, la maladie d'Alexander, qui sont des maladies de surcharge. Après, il peut y avoir un trouble hydraulique local, donc dans le trauma obstétrical ou la méningite, là on rejoint le Chiari 0. Et puis, ça peut être une hypopression spinale, donc dans le cadre d'un dysraphisme, ça c'est le Chiari type 2 ou d'un drainage lombaire, hein, ça, c'est du temps où on mettait beaucoup de drains lombo-péritonéaux, ou une fuite méningée dans des maladies comme des maladies du collagène ou du tissu élastique.
Donc, tout ça, ce sont les causes qui font qu'il y a plus de pression au-dessus qu'en dessous et qu'on va avoir un gradient vers le bas. Alors, l'attraction du phylum, là, je m'empresse de dire que ce n'est pas une cause d'engagement tonsulaire, contrairement à ce que voudrait faire croire le soi-disant Chiari Institute de Barcelone, et que c'est quelque chose qu'il faut oublier, et c'est vraiment ce que les anglo-saxons appellent du terme de snake oil. On n'a jamais guéri personne de son Chiari, on n'a jamais soulagé de sa maladie, par contre, on l'a soulagé de son portefeuille. Alors, le problème de l'hydraulique, comme je disais dans les malformations de Chiari, il y a le terme de cork in the bottle. C'est Bernard Williams qui avait utilisé ce terme pour décrire quand il y a le bouchon qui est parti dans la bouteille et qu'on retourne la bouteille, eh bien, c'est le flux du liquide qui empêche le bouchon de remonter. Et c'est à peu près ce qui se passe dans le Chiari où on a en plus ce liquide qui est sous pression mais qui est pulsatile également. Et donc qui va pouvoir aboutir à la constitution d'un engagement tonsulaire. On a ici cette séquence de 2 IRM anténatales et de 2 postnatales où on voit l'apparition progressive de cette descente cérébelleuse qui devient compressive avec le temps et les tonsilles qui sont en quelque sorte prises comme quelqu'un qui aurait le pied pris dans un escalator qui va être progressivement entraîné par cette force mécanique au niveau de l'engagement, au niveau du trou occipital. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en évidence sur l'imagerie. Vous voyez cet IRM de flux, où on voit à chaque systole les tonsilles qui descendent avec la pulsation cardiaque, et c'est quelque chose qu'on peut voir également opératoirement. Ça, c'est une échographie péropératoire où on voit les tonsilles qui descendent à chaque battement cardiaque et qui viennent comprimer le bulbe. Donc ça nous montre que c'est un phénomène dynamique et qu'une image statique, elle peut sous-estimer la compression, notamment quand le patient fait une apnée du sommeil, qu'il va être en hypercapnie. L'hypercapnie entraîne une vasodilatation, ça va entraîner une augmentation de volume du cerveau qui va aggraver l'engagement tonsillaire et qui peut créer un véritable cercle vicieux qui peut même être une cause de mort subite. Alors accessoirement, la pulsatilité du LCA, on peut se demander pourquoi le cervelet n'est pas capable de faire grandir le crâne alors qu'une cavité kystique comme dans le syndrome de Dandy-Walker, ça va entraîner une dilatation très importante du kyste et un amincissement de la voûte crânienne. De même, la pseudotumore cérébri, c'est le cerveau qui est comprimé par le crâne, alors que dans la macrocéphalie essentielle, c'est le LCS qui va augmenter le volume crânien. Donc on a l'impression que c'est la qualité de la pulsation du liquide qui est le stimulus qu'il faut pour faire grandir le crâne, alors que le tissu lui-même n'a pas la même pulsatilité et n'est pas capable de faire grandir le crâne. Ça, c'est ce que les anglo-saxons appellent food for thought. Alors le Chiari, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc en fait, on détermine le Chiari quand on décide de l'opérer, parce qu'on va très souvent découvrir ces Chiari de façon fortuite ou bien devant des symptômes qui ne sont pas forcément très pertinents. Et donc la décision opératoire, on la prend seulement si on trouve qu'il y a une concordance entre la clinique et la radiologie et qu'on estime qu'on va pouvoir soulager le patient. Et alors c'est un problème qui est croissant, c'est qu'on va de plus en plus découvrir des cas de Chiari ou d'engagement tonsillaire de façon fortuite. C'est ce que un ami britannique appelle les VOMIT, les Victims of Modern Imaging Technology. Donc on ne va pas opérer un patient qui est asymptomatique. Maintenant, quand c'est un enfant, et surtout si c'est un petit enfant, comment être sûr qu'il est vraiment asymptomatique? Faut-il aller jusqu'à l'enregistrement de sommeil? On peut avoir des surprises. En faisant des enregistrements de sommeil chez des patients qui sont apparemment asymptomatiques, et puis on se rend compte qu'en fait, ils ne sont pas si asymptomatiques que ça, et que par exemple, un enfant chez qui on fait une IRM parce qu'il a des difficultés scolaires, on trouve un Chiari, le lien entre le Chiari et les difficultés scolaires, ça peut être par des apnées du sommeil. S'il passe des nuits épouvantables, on comprend qu'à l'école, ça ne marche pas. Donc, le Chiari est-il vraiment asymptomatique avant de prendre la décision de s'abstenir? Si on s'abstient, bien sûr, on surveille le patient, on le recontrôle. Alors, il y a le Chiari post-traumatisme crânien néonatal. Ça, c'est quelque chose qui avait déjà été subodoré par Bernard Williams, dont j'ai déjà parlé. Il avait écrit un article en 1977. Il avait trouvé qu'il y avait une corrélation statistique entre des difficultés de naissance et la syringomyélie.
Donc les difficultés de naissance, c'était un accouchement trop long, ou bien au contraire trop brutal et trop rapide, ou bien un accouchement instrumental. Et effectivement, quand moi j'avais repris la série lilloise, et on avait trouvé qu'il y avait 35% de ces enfants qui avaient un chiari, chez qui on trouvait des notions de difficultés périnatales, de naissance instrumentale, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on voit, on trouve dans ces cas-là assez souvent le chiari zéro, avec donc une fibrose arachnoïdienne sans descente importante des amygdales, et puis donc un trouble hydrodynamique qui va entraîner la constitution d'une syringomyélie. Alors, il peut également y avoir des troubles de la croissance crânio-cervicale, possiblement liés au traumatisme néonatal ou bien à une mauvaise pulsatilité, une mauvaise croissance squelettique. Le problème de la pseudotumore cérébri, il faut considérer que l'engagement tonsillaire, ça traduit un gradient de pression et que donc que toute cause d'hypertension intracrânienne chronique peut entraîner un engagement tonsillaire qui peut lui-même aggraver l'hydrodynamique. Et on a des cas d'obésité chez qui on a découvert une malformation de Chiari. Ici, c'était un petit garçon, un grand garçon de 12 ans qui pesait 114 kilos et qui avait ce Chiari qui était symptomatique. Il avait des douleurs de nuque impulsives et puis en fait, il a fait un amaigrissement. Il a perdu 14 kilos. Après quoi, ses symptômes de Chiari se sont bien améliorés et il n'y a pas eu besoin de l'opérer. Heureusement, parce que l'installer en position ventrale avec un ventre pareil, on n'est pas bien du tout pour opérer. Donc, vous voyez que l'engagement tonsillaire, il peut s'intégrer dans un spectre de troubles hydrodynamiques. On a cet engagement tonsillaire chronique qui peut être associé à une obésité, ou à des maladies osseuses, à des craniocénoses, des thrombophlébites, la chondroplasie. Et puis, ce sont des entités qu'on trouve associées à la pseudotumore cérébri, d'une part. D'autre part, des espaces arachnoïdiens larges qui sont habituels dans la chondroplasie. Donc, ça peut traduire une hydrodynamique précaire chez ces patients. Et puis, entre les deux, on a l'entité de l'hématome sous-dural du nourrisson et puis aussi des corticoïdes qui peuvent donner ce genre de choses. Donc, vous voyez qu'on est dans une ambiance liquidienne et d'un trouble hydrodynamique dont l'engagement tonsillaire n'est qu'une partie. Alors après, les chiari syndromiques, il faut chercher une maladie sous-jacente. On a toute une série, là je vous ai présenté simplement une douzaine de cas de syndromes, tous plus rares les uns que les autres, qui s'accompagnaient d'une malformation de chiari, dont beaucoup étaient symptomatiques. Donc on peut avoir des chiari un peu complexes, avec des craniocénoses, avec des malformations osseuses de la charnière, mais le point commun, c'est qu'ils ont tous un engagement tonsillaire. Donc, il faut très souvent présenter ces patients aux généticiens ou au moins se poser la question. Alors, le chiari zéro, c'est un patient chez qui on retrouve des antécédents de difficultés néonatales, soit une anoxie, soit une naissance instrumentale, parfois une CUVD avec un patient qui est intubé, ventilé, sédaté. Ça, c'est un exemple d'un bébé qui est né avec une ventouse. Vous voyez qu'il y a un gros hématome sous-galéal. On voit qu'il se passe quelque chose de pas net au niveau du trou occipital. Et puis, il est arrivé 2 ans plus tard avec une syringomyélie. C'est exceptionnel, la syringomyélie chez les enfants petits, avec un engagement tonsillaire. Et on l'a opéré. Et opératoirement, on a trouvé donc une fibrose arachnoïdienne. Ici, vous voyez l'ouverture de la dure mère avec des hémoclipes pour faire l'hémostase. Il y a une fibrose, normalement c'est transparent, la méninge à cet endroit-là, qui a été ouverte et chez qui j'avais mis en place un cathéter entre le quatrième ventricule et les citernes de façon à maintenir la communication et la sortie du liquide pour qu'il aille vers les citernes et non pas vers la syringomyélie. Et donc, c'est un patient qui a été amélioré en post-opératoire. Le chiari type 2, maintenant, je vous ai expliqué qu'il était préférable de réserver ce terme-là au myéloméningocèle. Alors, il y a d'autres dysraphismes qui sont également associés à cet engagement des tonsilles, avec une descente du tronc cérébral également. C'est ça qui fait la particularité. Et toutes ces anomalies dysgraphiques, elles ont en commun d'entraîner une perte de pression ou une perte de pulsatilité du liquide avec un gradient du haut vers le bas et de survenir en anténatal, et c'est pour ça que ces déformations se mettent en place. Et on le sait d'autant mieux maintenant que la chirurgie anténatale de la myéloméningocèle, quand elle est pratiquée, un de ses principaux résultats, c'est de diminuer la malformation de Chiari. Alors, c'est un petit peu une victoire à la Pyrrhus parce que, en fait, le Chiari lui-même n'est le plus souvent pas symptomatique. Dans le Chiari type 2, dans la myéloméningocèle, il ne parle que quand la valve est bouchée. Et ça,
ça n'est quand même pas rien, parce que quand la valve se bouche et qu'il y a une malformation qui arrive, c'est probablement ça qui explique que l'hydrocéphalie du supina bifida, c'est celle qui est grévée de la plus forte mortalité par dysfonctionnement de valve, par rapport aux autres causes d'hydrocéphalie. Donc, donc le chiaris, c'est également une cause de compression du tronc cérébral anténatal et qui peut avoir comme conséquence des troubles respiratoires chez un enfant, chez un nouveau-né. Vous voyez ce bébé qui avait une myélomanie de chaîne. Donc vous entendez ce stridor qui est tout à fait spectaculaire, qui traduit une paralysie bilatérale du nerf vague, qui est liée à cette compression chronique du tronc cérébral. À l'autopsie, on trouve une hypoplasie des noyaux des nerfs crâniens, et c'est un signe de très mauvais augure. Ce sont des bébés qui très souvent ne vivent pas. Ce bébé, par exemple, n'avait pas vécu. Donc en gros, le chiari type 2, c'est un signe, le plus souvent il n'est pas parlant. Quand il est parlant, c'est souvent des enfants qu'on n'arrive pas à sauver. Et au total, on a quand même de très rares indications de décompression chirurgicale dans le chiari type 2. Le plus souvent, c'est le problème de la valve. La trisomie 21, maintenant, comme vous le savez sans doute, elle s'accompagne souvent d'anomalies de la charnière. Alors, c'est essentiellement une instabilité C1-C2. Il peut y avoir un os odontoïdéum, c'est-à-dire une odontoïde qui n'est pas fusionnée ou une fracture ancienne de l'odontoïde. Et donc, il y a un risque de déstabilisation. Et ce n'est pas si rare que ça, 10-20% des trisomies 21. Ce qu'estiment certaines personnes, enfin dans les recommandations, c'est que si l'enfant doit faire un sport à risque, il vaut mieux l'examiner, enfin faire un bilan radiologique, mais on ne le fait pas de façon systématique. Alors ça, c'est un enfant que j'avais vu, il a vu des radios faites à 3 ans qui étaient considérées comme normales. On voit effectivement que l'arc postérieur n'est pas avancé. Par contre, ce qu'on voit également, c'est que l'arc antérieur est très avancé. Et en fait, il y avait entre les deux un os odontoïdéum. Et donc, le poids de la tête a entraîné une élongation tout à fait anormale de l'atlas. Et cette charnière était tout à fait instable. À tel point qu'il est arrivé, quand je l'ai vu, quand j'ai fait sa connaissance, il avait 5 ans et il était tétraplégique parce qu'il y avait eu une compression chronique qui s'était décompensée au niveau de la charnière. Et même en l'opérant et en réduisant cette luxation, vous voyez que la jonction bulbo-médulaire, regardez, une image séquelaire gravissime. Il a récupéré plus ou moins sa motricité, il a récupéré son autonomie respiratoire, mais c'est un enfant qui a manifestement eu une perte de chance du fait que cette malformation était passée inaperçue. Donc je pense que le bilan des radios, il n'est pas forcément systématique. En tout cas, les indications doivent être certainement plus larges que ça. On ne va pas attendre qu'il veuille s'inscrire au poney pour lui faire des radios. La chondroplasie, maintenant, elle entraîne le plus souvent une sténose du foramen occipital. Et cette sténose est très précoce. C'est vraiment des bébés de 2, 3, 4 mois qui peuvent avoir des sténoses majeures, comme on voit ici. Vous voyez, ce bébé qui a 4 mois avait une écaille occipitale qui est à la fois épaissie et un foramen qui est très rétréci. Et le scanner sous-estime la compression, puisqu'en fait, il y a en plus toutes les parties molles qui vont rétrécir. Le canal, ici, c'est un bébé chez qui le bulbe était réduit à peu près 2 mm d'épaisseur. Donc, vous voyez, et donc la question, c'est est-ce que ces enfants sont symptomatiques ou non? Vous voyez, ici, il est extrêmement hypotonique. Bon, c'est un bébé. Les achondroplastes ont la réputation d'être hypotoniques, mais manifestement, il n'était pas bien. Et puis, il ne bougeait pas bien la tête, probablement qu'il était douloureux, c'est très difficile à savoir. Donc, il faut chercher s'ils font des apnées. Est-ce que ce sont des apnées centrales, des apnées mixtes, parce qu'ils ont également une obstruction des voies respiratoires. Des achondroplastes qui transpirent, c'est considéré comme normal dans cette maladie, mais la transpiration peut être un signe d'apnée du sommeil. Et puis, on sait qu'il y a un risque de mort subite, et statistiquement, il semble qu'on diminue ce risque en opérant ces patients de façon assez large. Alors, il y a un traitement médical maintenant dans la chondroplasie, mais qui n'est pas indiqué chez les bébés. Donc, peut-être que les indications vont changer à l'avenir, mais pour l'instant, ce n'est pas ça qui va résoudre le problème de cette compression qui survient, comme je l'ai dit, très précocement. Donc, le bilan de la charnière dans la chondroplasie, là aussi, il y a une controverse. Est-ce qu'il faut faire un bilan systématique?
Donc, il y a des gens qui considèrent que le bilan il doit être ciblé. Hein, c'est au cas où on observe des anomalies, et à ce moment-là, on fait un bilan neuroradiologique et surtout et une polysomnographie. Et puis sur Orphanet, les gens sont quand même beaucoup plus proactifs en proposant de réaliser une imagerie du cerveau et de la colonne. Je pense qu'il faut quand même faut pas attendre que l'enfant, de se rendre compte que l'enfant ne tient pas sa tête à 6 mois pour faire un bilan. Maintenant, les mucopolysaccharidoses, on va voir ça très brièvement concernant uniquement le problème de la charnière. Ce sont des maladies évolutives et sont souvent pas réglées par l'enzymothérapie ou les greffes de moelle osseuse. Et en tout cas, comme ces maladies sont évolutives, il ne faut pas attendre que le patient soit inopérable. Ça, c'est une jeune fille qui avait une maladie de Hunter et qui installait un déficit qui était très douloureuse. Donc, je proposais de l'opérer, mais aux anesthésistes, elle était inopérable du fait de l'infiltration des voies respiratoires. Ici, vous voyez son arbre trachéobronchique qui est totalement infiltré de ces dépôts de mucopolysaccharides. Et si on l'intubait, on ne l'extubait pas. Et donc, c'était une limitation de soins. Donc, il n'aurait pas fallu attendre d'en arriver là et l'opérer plus tôt, certainement. Et puis, ces maladies, c'est toute une collection de maladies, encore une fois, toutes plus rares les unes que les autres, et dont la problématique est variable. Hein. Le plus souvent, il y a un problème de compression, c'est une compression osseuse, mais également un épaississement de la dure mère. Et puis, il y a souvent une instabilité, en particulier dans le type 4, qui est la maladie de Morquio. Donc, il ne suffit pas de décomprimer et il faut fixer. Alors, il y a des diagnostics différentiels chez ces patients qui peuvent avoir non seulement une compression de la charnière, mais également un canal spinal rétréci et également des dépôts de mucopolysaccharides au niveau du canal carpien. Donc, parfois, il faut faire la part des choses entre une atteinte périphérique et une atteinte médulaire. Les malformations dysplasiques de la charnière, donc là aussi, ce sont des malformations qui ne sont pas très fréquentes et qui sont d'une très grande variété, puisque ça correspond à des anomalies de l'embryogénèse de la charnière, avec des noyaux d'ossification qui ne vont pas se fusionner de la façon qu'il faut. Hein, ici, vous voyez, c'est cet enfant qui, d'un côté, a une masse latérale de l'atlas qui est bien formée, et puis de l'autre côté, il y a une moitié de cette masse latérale qui est fusionnée avec l'occiput, et l'autre moitié est fusionnée avec l'atlas, avec l'axis. Donc, ce n'est pas forcément instable. Hein, et là c'est un autre exemple d'un enfant qui avait une bifidité de l'atlas, antérieure et postérieure. Ça n'entraîne pas forcément d'instabilité. Par contre, quand on a des anomalies qui sont déséquilibrées, comme ici, vous voyez, avec une hémivertèbre au niveau axoïdien, le reste du canal, du rachis est plus ou moins axé, mais avec le temps, avec la croissance, ça risque de se déséquilibrer et d'entraîner une déformation qui peut être délétère et avec des signes neurologiques éventuellement. Donc, ce sont des patients qu'il faut surveiller pendant toute leur croissance et parfois opérer de façon assez précoce. Le problème, c'est que l'opération, elle va sacrifier de la mobilité, elle va aussi sacrifier de la croissance, puisqu'on va fusionner des vertèbres, parfois le crâne avec des vertèbres. Et puis, ces malformations, elles sont elles aussi très souvent d'origine génétique. On voyait toute une collection de différents syndromes extrêmement rares qui vont être susceptibles d'entraîner ces malformations complexes de la charnière. Ben, on retrouve également la trisomie 21 et avec d'autres pathologies qui peuvent rendre ces patients difficiles à opérer, en tout cas difficiles à anesthésier et à réveiller. Alors, les signes fonctionnels de la malformation de Chiari, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir, je mettrai au premier plan la douleur. Alors, la douleur, c'est dans la classification internationale des céphalées, on dit que ce sont des douleurs surtout occipitales ou sous-occipitales, de durée brève, hein, c'est ce qui différencie de la migraine, qui sont provoquées par la toux, les efforts abdominaux, les manœuvres de Valsalva, et il conclut en disant que ça s'améliore avec le traitement chirurgical. Donc, comme valeur prédictive, on fait mieux. C'est vraiment un cas de serpent qui se mord la queue. Mais en tout cas, c'est un des objectifs de la chirurgie, c'est qu'on a ces patients qui en fait souffrent et c'est pas forcément facile de s'en rendre compte quand c'est un bébé. En tout cas, on se rend compte qu'ils sont bloqués. Vous voyez, ça c'est un bébé de 8 mois qui essaye de regarder sur le côté. Alors je l'ai masqué, donc on voit pas bien, si on voit un peu qu'il essaie de tourner les yeux d'un côté et de l'autre, mais il tourne pas du tout normalement la tête. Il est complètement bloqué.
On en a la preuve quand on voit sur bon, pas totalement bloqué, mais oui, à J6 post-op, il allait beaucoup mieux, il était beaucoup plus souriant et soulagé de ses mouvements. Les apnées du sommeil, j'ai mis ça en deuxième parce que c'est un objectif important chez ces patients. Ce sont des apnées centrales. En gros, c'est des bébés qui font des apnées, vous entendez, vous voyez que, par exemple, le display, peut-être faire quelque chose. Bah oui, il faut faire quelque chose parce que ces apnées, ça peut être une cause de mort subite. On estime qu'elles sont. Alors, ce qui est particulier, c'est que contrairement aux apnées obstructives, elles sont silencieuses. Hein, donc, si les parents font pas tellement attention, et puis il y en a qui disent oui, je sais ce que c'est les apnées, mon mari en fait, il ronfle, etc. Eux, ils ne ronflent pas avec les apnées centrales. On estime qu'elles sont significatives quand il y en a plus que 6 par heure, globalement, et surtout s'il y a une désaturation. Euh, Elles sont parfois dépistées par une sueur nocturne qui est liée à l'hypercapnie. Chez un enfant plus grand, on va se rendre compte qu'il y a une asthénie, qu'il y a des difficultés scolaires. Alors, typiquement, l'enfant qui s'endort pendant les cours, un enfant il est quand même capable de maintenir son attention pendant une journée d'école. Et puis, il y a la forme médico-légale avec la mort subite. Et puis, il peut y avoir un sommeil perturbé par des douleurs, mais parfois la polysomnographie peut être normale. Alors, chez l'enfant, il peut avoir bien sûr un engagement des tonsilles cérébelleuses avec une hypertrophie des tonsilles palatines qui va donner des apnées obstructives qui peuvent être intercalées avec des apnées centrales. Ça, c'est un papier d'un collègue lillois qui avait publié 2 cas d'enfants qui avaient une malformation de Chiari révélée par une mort subite. Alors, les autres signes neurologiques, bon, j'ai masqué des vidéos de grandes filles qui avaient des nystagmus qui étaient assez particuliers. Ce n'est pas le nystagmus horizonto-rotatoire typique, ce sont plutôt des ondes lentes. C'est plutôt dans le cadre d'un syndrome cérébelleux avec un trouble de régulation des mouvements oculomoteurs, par exemple. On a rarement un syndrome cérébelleux dans le Chiari. Ça, c'est quand même assez marquant parce que le cervelet n'est pas normal, mais ce ne sont pas les régions les plus sensibles du cervelet qui sont atteintes. Et puis, on a des symptômes atypiques. On peut avoir des malaises qu'il faut toujours prendre au sérieux, je pense, chez ces patients. Des troubles digestifs, notamment des constipations. Alors, la constipation, on s'explique probablement par le fait que dès qu'il y a un effort de poussée abdominale, ça entraîne des nucalgies et qu'ils sont incapables de pousser pour exonérer. Et on s'en rend compte en post-opératoire parce qu'ils peuvent avoir un lâcher d'obstacles assez spectaculaire dans certains cas. Et puis parfois, c'est une dénutrition parce qu'il y a une compression du tronc. Ça fait partie de la sémiologie du tronc cérébral d'avoir une dénutrition avec des enfants qui ont une stagnation pondérale. Et puis, on peut voir une vidéo où il y a également une achalasie chez un enfant qui avait une compression anténatale. Ça me semblait difficile à rattacher, mais pour les gastro-pédiatres qui l'avaient vu, je disais que c'était très probablement en rapport avec la souffrance du tronc cérébral. Alors, sur l'examen clinique, on va chercher des anomalies des réflexes, des anomalies, un syndrome pyramidal au membre supérieur. Vous voyez ici des réflexes qui sont diffusés. C'est pas normal d'avoir ce butopronateur alors qu'on fait le bicipital. Ou bien on peut avoir une diffusion en Hoffman. On peut avoir également, vous voyez, ce réflexe du grand pectoral qui va entraîner une flexion de l'avant-bras. Et puis, on peut avoir, donc ça, c'était un syndrome pyramidal au niveau du membre supérieur, induisant une souffrance de la moelle cervicale. Et puis, on peut avoir, en cas de syringomyélie, classiquement, le syndrome suspendu, avec une anesthésie thermoalgique, avec une amyotrophie qui traduit une atteinte de la corde antérieure de la moelle, et puis une anesthésie thermoalgique. Ici, c'est une adolescente qui avait eu une brûlure épouvantable au niveau du flanc et du sein, avec une cicatrice rétractile, liée au fait qu'elle était incapable de sentir la douleur. Et donc, ça peut survenir dans un contexte iatrogénique, de mauvaise installation du patient. Ce qui est caractéristique dans le syndrome suspendu, c'est l'abolition des réflexes au membre supérieur alors qu'ils sont conservés et voire augmentés au niveau des membres inférieurs. Oui, il n'y a aucun réflexe bicipital, pas de stylo radial, pas de cubitopronateur, pas de précipital. Donc, on poursuit l'examen en étudiant donc au niveau, ça c'est recherche du réflexe du grand pectoral, qui est quand même très sensible pour le membre supérieur. Pas de Hoffman. Et aux membres inférieurs, on va voir des réflexes. Vous voyez une diffusion du rotulien avec Pikachu qui part en flexion plantaire, avec une diffusion de la zone réflexogène.
Donc, c'est vraiment le contraste entre ce syndrome pyramidal des membres inférieurs et cette atteinte de type périphérique au membre supérieur, puisqu'il y a une atteinte segmentaire, qui est très en faveur d'une atteinte d'une syringomélie, comme ce qu'avait ce patient. On voit son IRM à gauche. Ce qui est également caractéristique comme sémiologie de la syringomélie, ce sont les troubles trophiques. On peut avoir bien sûr des brûlures insensibles, on peut avoir une fonte de la tête humérale, comme ici, une arthropathie hypertrophiante, comme ce qu'on voit ici au niveau du poignet chez ce patient, un mal perforant plantaire ou des panaries indolores, des troubles trophiques de la main avec une peau qui est très épaissie, mal vascularisée, et une algodystrophie. La syringobulbie, elle va entraîner une atteinte des nerfs crâniens, en particulier des troubles de déglutition, une amyotrophie de la langue, comme on voit ici, il y a une langue qui est atrophique du côté droit. Et puis, ce qui est assez caractéristique aussi, ce sont des fasciculations de la langue, également, il peut y avoir des myoclonies visuelles qui traduisent une souffrance des noyaux, des nerfs crâniens au niveau bulbaire. Alors l'imagerie, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Elle va nous montrer bien sûr un engagement tonsillaire, mais l'imagerie, elle peut être à la fois faussement positive, c'est-à-dire qu'on a un engagement tonsillaire, mais qui est parfaitement bien toléré, il n'y a pas de syringomélie dans ces cas-là, on n'opère pas le patient. À l'inverse, on peut avoir des faux négatifs, et comme je vous ai dit, l'imagerie, qui est un instantané fait au moment où le patient est éveillé, où il respire bien, ça peut complètement sous-estimer le problème hydrodynamique. Ici, ces 3 IRM, ce sont des enfants qui ont tous les 3 été améliorés en post-opératoire. Le A avait un engagement qui ne semblait pas très important. Quand on a cet aspect-là en post-opératoire, on dit, ben voilà, on a décomprimé. Sauf qu'il avait une syringomyélie qui était évolutive et symptomatique, et en post-opératoire, il était amélioré. Celui-ci avait une compression quand même tout à fait plausible, mais s'il n'y avait aucun symptôme, on ne l'aurait pas opéré. Là, il était symptomatique et on l'a opéré et il a été amélioré. Celui-là avait une déformation très importante avec un aspect de gliose de la tonsille cérébelleuse, une déformation du tronc cérébral et qui, bien sûr, a été amélioré en post-opératoire. Et alors, donc, on peut avoir des faux négatifs. Hein, ça, c'est une échographie péropératoire où on voit donc les tonsilles qui ont l'air d'être bien dégagés. Il y a du LC retour. Pourtant, c'est un patient qui était symptomatique. Donc, il ne faut pas oublier que l'imagerie, c'est un instantané qui peut sous-estimer un problème qu'il y a notamment lors du sommeil et en particulier du sommeil paradoxal ou bien de l'hypercapnie liée aux apnées du sommeil. Donc, le bilan paraclinique des malformations charnières, c'est bien sûr l'IRM crânio-spinal. Le scanner, il n'est pas forcément systématique, mais on va systématiquement chercher sur l'IRM si on voit bien les sutures, si on a des anomalies osseuses de la charnière crânio-cervicale, et au moindre doute, on demandera un scanner. L'imagerie dynamique, elle peut être intéressante, notamment pour les malformations osseuses de la charnière, pour voir s'il y a une instabilité qui nécessiterait une arthrodèse. Le fond d'œil, on va le faire à la recherche de signes d'HTIC. Comme je vous l'ai dit, l'engagement tonsillaire, ça peut être un signe d'HTIC. La polysomnographie, c'est avec un point d'interrogation, parce qu'en fait, quand le patient est clairement symptomatique et qu'il a une compression, on ne va pas attendre d'avoir sa polysomnographie pour l'opérer, parce que c'est pas laisser traîner ce patient-là. Par contre, chez le patient qui a une malformation de Chiari qui est vraiment nette radiologiquement et qui est apparemment asymptomatique, on va bien sûr faire la polysomnographie. Et là, comme je vous l'ai dit, on peut avoir des surprises. Moi, j'avais été appelé un samedi matin par le neurophysiologiste qui était affolé parce que une petite fille qui avait l'air d'aller tout à fait bien, elle avait fait 70 apnées par heure pendant la nuit. Alors après, potentiel évoqué sommeil-césique, moteur du tronc cérébral, c'est surtout dans les syringomyélies et les syringobulbies. Et puis le bilan génétique, comme je vous l'ai dit, on va faire donc une discussion pluridisciplinaire pour ces patients. Donc en conclusion, c'est un ensemble de maladies rares, bon, sauf le Chiari 1, qui n'est quand même pas une maladie rare. La prise en charge, elle est pluridisciplinaire. La clinique, elle peut être trompeuse, surtout chez l'enfant et surtout s'il est petit. D'un côté, on a des fortuitomes, comme on dit. D'un autre côté, les symptômes peuvent être subtils et peuvent être sous-estimés. Le dépistage systématique, je pense qu'il est à proposer dans la trisomie 21 et dans la chondroplasie, et on opère s'il y a une compression ou une instabilité. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver des vidéos en ligne sur YouTube concernant cette problématique et d'autres en neurochirurgie pédiatrique, et puis retrouver des données sur le site de neurochirurgiepédiatrique.com. Voilà, je vous remercie de votre attention.